Caroline. Bonsoir David. Vous avez, comme nous tous sans doute, assisté avec intérêt à ce premier tour de l'élection présidentielle. Et maintenant que la finale, entre guillemets, avec l'affiche du deuxième tour est connue, vous posez sans détour la question que beaucoup se posent peut-être. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Voilà, c'est une question que on va poser très directement, que vous allez poser très directement. Je vous propose simplement d'écouter Emmanuel Macron à ses yeux, mais le contraire serait surprenant puisque c'est son adversaire. À ses yeux, ça ne fait aucun doute. Je défends un projet, ce qui n'est pas le cas de la candidate d'extrême droite. Et quand je vois l'extrême droite qui est là, il serait faux de dire que Madame Le Pen qui explique que le voile serait interdit, qu'on n'aurait pas le droit de manger halal ou cachère, ou que ceci ou que cela, serait la présidente de tous les Français. Soyons clairs. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut gagner, monsieur le Président ? Mais je ne fais pas de politique fiction, je dis simplement que, collectivement, j'ai moins entendu dire qu'elle était d'extrême droite. Bon, Marine Le Pen, elle, quand on lui pose la question traditionnellement, voilà ce qu'elle répond. Je conteste formellement cette formulation d'extrême droite qui correspond à des choses extrêmement précises, qui ne correspond ni au projet politique d'Éric Zemmour et encore moins du mien. Nos adversaires, quand ils nous ont traités d'extrême droite en toutes circonstances, c'est l'utilisation d'un terme péjoratif dont le but est évidemment de nuire. Donc vous ne pouvez pas reprocher à des gens de se défendre de cet adjectif avec lequel ils ne se reconnaissent absolument pas, et dont personne n'a jamais été capable de nous dire d'ailleurs qu'est-ce qui justifie qu'on nous en affuble. Caroline, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Bon, d'abord, David, il faut quand même juste dire que si un adjectif, c'est pas soi-même qui le choisit, c'est généralement un observateur ou les observateurs qui vous qualifient en fonction de certains critères. C'est normal que quelqu'un qui a un programme un peu radical n'ait pas envie de dire et d'annoncer la couleur. Moi qui travaille depuis 25 ans sur les extrémistes, je travaille sur des prédicateurs islamistes, par exemple. La première chose qu'ils disent, c'est « je ne suis pas intégriste, je ne suis pas islamiste ». Puis après, quand on gratte, on trouve des choses. Et donc le problème de l'illusion de croire qu'on peut juger les gens uniquement sur leur bonne mine, leur tempérament ou ce qu'ils donnent à voir à la télévision, c'est un vrai problème démocratique dès qu'il s'agit de politique, parce qu'on a toujours très peu de temps, parce qu'on est dans la démocratie des faux-semblants, des apparences, et que c'est très difficile de montrer les coulisses d'un discours. Donc, en tout cas, en apparence, c'est certain, Marine Le Pen aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un tout nouveau sourire, qui aime les chats, on a bien compris. Est-ce que le fait de sourire, d'être plutôt sympathique, il y a beaucoup de journalistes qui connaissent l'aspect sympathique de Marine Le Pen. On a même appris qu'il y avait des journalistes qui passaient des soirées à faire des soirées karaoké, très arrosées, très enivrées, avec Marine Le Pen. Certainement, ils voient de Marine Le Pen le côté très humain qui existe chez chacun, par ailleurs. Mais on peut porter des idées d'extrême droite, on peut représenter un parti d'extrême droite et aimer les chats et aimer la fête. C'est une banalité, mais je crois que c'est mieux de le rappeler. Donc ça n'épuise pas la question. Ça n'épuise pas la question. Il y a d'autres journalistes qui ont connu Marine Le Pen. C'est mon cas quand j'ai fait un livre il y a une dizaine d'années sur Marine Le Pen, très, très fouillé, très documenté, qui ne lui a pas plu. Moi, j'ai connu un autre visage de Marine Le Pen qui n'est pas le visage avenant, sympathique. J'ai connu le visage procédurier, extrêmement intimidant, extrêmement brutal, qui laisse à voir, de mon point de vue, je l'ai ressenti organiquement, ce que serait la liberté de la presse sous Marine Le Pen. Mais surtout, pourquoi est-ce que tout ce qu'on donne à voir, finalement, est moins abordé dans l'espace public? D'abord parce que Marine Le Pen, encore une fois, est très, très, très procédurière. Donc il y a beaucoup d'aspects embarrassants où elle a fait tellement de procès à des journalistes ces dernières années, ce qu'aucun autre politique ne fait dans cette proportion. Aucun autre. Il y a beaucoup d'aspects gênants qui ne sont plus abordés. Ensuite, il y a la question, encore une fois, elle a beaucoup lissé son programme, elle a beaucoup lissé ses idées. Et au fond, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle le fait sincèrement parce qu'elle évolue? Et c'est sans doute en partie le cas. Mais est-ce qu'elle le fait avec une part de dissimulation politique parce qu'elle a compris qu'au fond, il valait mieux pas trop donner à voir ce que serait vraiment sa politique une fois élue? Il faut juste se souvenir, David, que cette stratégie, c'est pas que celle de Marine Le Pen. Ça a été celle de Jean-Marie Le Pen. Avant l'échec du point de détail, avant qu'il fasse cette sortie sur les chambres à gaz qui lui a tant coûté, Jean-Marie Le Pen revenait d'une tournée aux États-Unis, il est allé voir toutes les associations juives américaines et il s'était fait applaudir par un discours très sioniste, à rebours de ce que était le Front National, qui est un repère d'antisémites pour certains anciens collabos, parce qu'il avait déjà l'idée qu'il fallait un peu dédiaboliser les apparences. C'était la stratégie de Bruno Maigret. Et on se souvient avec quelle violence, en tout cas les gens de cette époque s'en souviennent, Marine Le Pen a purgé les militants
qui voulait cette stratégie de la dédiabolisation à l'époque, parce que ça mettait en cause la mainmise de la famille Le Pen sur le parti. Donc ce que Marine Le Pen a fait, c'est qu'elle a gardé la main, elle l'a même prise sur son père, et elle a repris la stratégie de diabolisation que voulait Bruno Maigret, que voulait Philippe Ollivier. À l'époque, elle avait purgé brutalement, aujourd'hui, il est à ses côtés. Elle l'a fait contre son père, parfois même, puisqu'elle l'a exclu du... Elle l'a fait contre son père, Rassemblement parce national. qu'effectivement, son père, à un moment donné, n'a pas voulu rentrer dans le rang, mais elle le fait en imitant son père contre son père. C'est ça qu'il faut comprendre. Jean-Marie Le Pen, lui aussi, était capable de purger des gens dès qu'ils lui désobéissaient. Marine Le Pen a tout appris de son père. Elle ne supporte pas qu'on conteste son autorité. Et donc, elle purge des gens, parfois parce que la presse les grille en train de tenir un propos raciste, antisémite, et qui évidemment nuit à sa stratégie, mais parfois elle les purge aussi simplement parce qu'ils lui désobéissent. Ça, c'est un aspect de la personnalité de Marine Le Pen qui ne se voit pas sur les plateaux. Au niveau du fond, est-ce qu'elle est capable de dissimuler ? Est-ce qu'elle est capable de mentir, Marine Le Pen ? Ça, c'est aussi un signe des populistes. Est-ce qu'ils sont capables de mentir ? Je ne sais pas si vous en souvenez, David, ça ne va pas nous rajeunir, mais on a vécu ensemble un épisode, on ne va pas le revoir parce que c'est trop long, on va juste le voir à l'image, mais c'était en 2011, à Des paroles et des actes. Et face à Marine Le Pen, j'avais lu un extrait du site de son parti sur la défense, qui montrait ce que pourrait être la préférence nationale appliquée par exemple à la défense, puisque il était écrit sur ce site, et je le lisais à l'antenne, qu'en gros le niveau des recrues de la défense ne cessait de dépérir, qu'il n'était plus de bonne qualité, je ne le cite pas exactement, et que la phrase après, 20% des recrues de l'armée de terre venaient désormais du monde musulman. Donc j'avais demandé à Marine Le Pen comment elle pouvait soutenir que des gens qui servent la France, qui se battent pour la France, comment elle pouvait soutenir que c'était de mauvaises recrues parce qu'ils venaient du monde musulman. On s'était disputé, elle m'avait accusé de mentir, reprenant l'argument d'ailleurs de Pascal Boniface et Tariq Ramadan, de mentir sur ce point alors que j'avais le document sous les yeux. Quand le document a été consulté par tout le monde, elle a fait un rétropédalage, elle ne s'est pas excusée de m'avoir accusé de mentir et d'avoir commis un mensonge, mais elle a rayé cette partie du chapitre de la défense. Et elle fait tout le temps ça, Marine Le Pen. C'est-à-dire que quand on la prend en flagrant délit de mentir, elle raye. C'est arrivé encore récemment, avec l'histoire du tract où il y avait cette photo, vous savez, où on la voyait avec Vladimir Poutine, tout sourire, lui serrant la main, expliquant que c'était la preuve de sa stature internationale. Le tract a quand même été tiré à 1 200 000 exemplaires. Pouf, on l'a retiré pour cause d'invasion en Ukraine, mais on nous a expliqué que ça n'avait aucun rapport. Officiellement, ça n'a aucun rapport. Alors, il y a quand même encore un passage, je suis désolée d'insister, sur les chapitres défense du programme du Rassemblement national, mais en ce moment même, dans cette campagne, il y a un extrait du programme du Rassemblement national qui n'a pas été, lui, encore effacé, il le sera certainement prochainement, mais qui dit qu'en dépit des sanctions américaines, il faut songer à une alliance avec la Russie sur certains grands sujets. Il parle notamment de défense européenne et de terrorisme. Donc, peut-être que ce passage sera lui aussi retiré. Mais ça nous dit vraiment quelque chose, David, de la stratégie, du fait que c'est une stratégie. Parce que ça n'arrête pas de rebondir. Et nous, on court après pour essayer de dire, oui, mais attendez, là, vos candidates tiennent des propos racistes et antisémites. On les cache. On les cache, mais on les cache pas tous, David. Et c'est ça où il y a quand même quelque chose qui résiste et qui montre que peut-être c'est plus une dissimulation qu'une évolution. Et là, je veux parler quand même de militants et de membres du Rassemblement national que les Français ne voient jamais. Et moi, ça me pose un problème démocratique. On a eu tout un débat, et c'est tant mieux, sur les cabinets de conseil extérieurs d'Emmanuel Macron. On les connaît, les noms de ces cabinets de conseil, ils sont sur la place publique, on peut penser qu'ils coûtent un peu cher, on peut penser qu'on les sollicite trop. Enfin, c'est des polytechniciens, c'est des gens qui sont connus. Les cabinets de conseil de Marine Le Pen, les Français ne les connaissent pas. Et là, on n'est pas en train de parler de McKinsey ou de Capgemini ou je ne sais quoi, on est en train de parler du GUD. Et pareil, les jeunes générations peut-être ont oublié ce que c'était que le GUD. Mais le GUD, c'est juste... Groupe Union Défense. Groupe Union Défense, avec la croix celtique, les rats noirs comme emblème. C'est juste l'école la plus radicale de l'extrême droite française. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois antisémites, pour le nationalisme arabe, par antisémitisme, extrêmement radicaux. Or, les membres du GUD, on les retrouve à tous les étages des postes clés, capitaux du Rassemblement national, mais cachés, c'est-à-dire la question des finances. Alors, je me fais pas mais comme toujours... Si, vous êtes obligé de faire l'avocat du diable, David, c'est normal. Ils étaient membres du GUD il y a 25 ans. Ils ne le sont plus. Alors, le voilà. GUD, c'était des groupements étudiants.
C'est effectivement ce que répond aussi Marine Le Pen quand on lui dit ça. Elle dit, oh, bah, après tout, dans les partis, il y en a qui ont été trotskistes. Bon, bah, moi, mes vieux copains de 30 ans, parce que c'est ses amis de 30 ans quand même, avec qui elle fait la fête, et donc avec qui elle fait les finances du Rassemblement national, ils sont passés par le GUD. Bon, et sauf que la réalité, c'est qu'ils sont toujours aussi radicaux, mais radicaux. Alors, j'aimerais on n'a pas les photos de tous, parce qu'honnêtement, ils se cachent beaucoup. Ils veulent jamais être photographiés avec elle. Et en général, ils font aussi pas mal de procès pour pas qu'on montre leur visage. Mais il y en a quand même quelques-uns que les Français doivent découvrir. Il y a monsieur Axel Lousteau, par exemple, monsieur Frédéric Chatillon, Nicolas Crochet, Philippe Péninck. Voilà, ça c'est monsieur Axel Lousteau. C'est pas n'importe qui, Axel Lousteau, auprès de Marine Le Pen. C'est le trésorier de son micro-parti Jeanne. J'ai suffisamment été intimidée juridiquement par Marine Le Pen pour rentrer dans les détails. Je peux juste dire aux Français, un micro-parti, c'est la chose la plus importante pour une candidate. Son micro-parti, c'est sa caisse, c'est son financement politique, très privé, très politique. Donc la personne qui est placée là comme trésorier, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de confiance. Axel Lousteau, en l'occurrence, ancien membre du GUD, effectivement, mais toujours militant radical, il a pris la tête aussi de la société Riwal, qui est la société de conseil du Rassemblement national. Et ben, je peux vous dire que si vous n'aimez pas McKinsey, vous devez apprendre à connaître Riwal. Riwal, c'est un nom breton qui a été fondé par ces messieurs dont je vous ai parlé, que des gudards, que des gens qui viennent du GUD, qui sont... Je vais être condamnée si je dis ce que je pense réellement d'eux. Mais extrême droite, c'est léger pour parler de ces hommes-là. Extrême droite, c'est gentil pour parler de ces hommes-là. Ce sont des hommes qui ont créé, par exemple, avec Alain Soral, égalité et réconciliation. Philippe Péninck, Frédéric Chatillon font partie des cofondateurs, des ceux qui ont aidé Alain Soral a créé son mouvement Égalité-Réconciliation. Est-ce que ça remonte pas là aussi Non, mais on parle pas. Non, mais alors, il y a non, pas longtemps. David, pardon, on parle pas des années 80 là. On parle d'années beaucoup plus récentes. C'était tout récemment. Égalité-Réconciliation, c'est le groupe qui, juste avant la série d'attentats islamistes que nous avons connus, a fait, de mon point de vue, qui suis spécialiste de ces sujets, le plus monter l'antisémitisme en banlieue. Je pèse mes mots. Les banlieusards, pointés par le parti de Marine Le Pen, par un autre volet, la vitrine de Marine Le Pen, qu'on pointe du doigt pour des discours antisémites, complotistes, pro-islamistes. Ils vont beaucoup moins à la mosquée qu'ils n'ont écouté des vidéos de M. Alain Soral et de Dieudonné. Or, derrière Dieudonné et Soral, il y a la GUD Connexion, ces hommes dont je vous ai parlé, qui sont aussi ceux qui tiennent les finances du Rassemblement national, qui sont aussi ceux qui sont, en ce moment même, mis en examen et pour certains condamnés pour le financement illégal du Rassemblement national. C'est des gens réellement très proches. Je vous ai parlé d'Axel Lousteau, trésorier du micro-parti Jeanne. Je pourrais vous parler de Nicolas Crochet, commissaire aux comptes du micro-parti Jeanne, qui a été conseiller économique de Marine Le Pen. Je pourrais vous parler en détail de Nicolas Crochet, pareil, proche d'Égalité-Réconciliation et d'Alain Soral. Ont-ils une influence idéologique sur Marine Le Pen? Mais vous dites qu'ils s'occupent de ses affaires. Non, mais vous voyez la répartition des rôles. Mais ce que je veux dire, non, objectivement, sur la stratégie, non. Puisque la stratégie actuelle de Marine Le Pen, c'est au contraire d'essayer de dire aux Français, méfiez-vous de l'islamisme. Elle a lissé tout le côté ethno-suprémaciste pour le remplacer par un vernis républicain et parfois même laïco-républicain, alors que, pareil, le Rassemblement national a toujours combattu la laïcité. Ils ont même combattu la loi de mars 2004 sur les signes religieux à l'école publique et Marine Le Pen était contre. C'est après qu'elle a opéré ce revirement. À quel moment ils opèrent ce revirement? Souvenez-vous du discours de Valmy, quand Jean-Marie Le Pen commence à opérer un discours moins pétainiste, plus républicain. Qui est son conseiller à l'époque? Qui a écrit le discours de Valmy? Alain Soral. Alain Soral, conseiller spécial de Jean-Marie Le Pen, qui va se fâcher avec Marine Le Pen en 2009 parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait aux élections européennes, mais qui reste la marionnette des hommes du Rassemblement national qui tiennent les caisses, les finances du Rassemblement national. Donc vous voyez ce jeu de dupes que les Français ne voient pas. Il y a une vitrine qui dit aux Français « Votez pour nous parce que vous devriez avoir peur des islamistes ». Et il y a en coulisses toute une partie du Rassemblement national qui n'a pas été purgée, qui est toujours au poste clé, qui est toujours dans l'ombre et qui dit « Votez pour nous, jeunes des banlieues, parce que vous devriez avoir peur des Juifs ». Je peux ajouter un exemple, David. Je sais que c'est compliqué à la télévision de donner autant de faits, mais je donne juste un dernier exemple. Monsieur Axel Lousteau, trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, a été vu en 2009. Vous allez me dire, c'est vieux 2009, mais vous allez voir, c'est quand même important. Dans une manifestation avec monsieur Frédéric Chatillon, une manifestation contre, je cite, le génocide palestinien, organisée par le collectif du Cher Yassine et un certain Abdelakrim
Sefrioui. Et si les Français ont perdu la mémoire, il faut leur rappeler que M. Sefrioui, c'est l'homme qui a fait toute la campagne contre Samuel Paty. Et vous voyez, ça c'est la manifestation. Et le JDD a ressorti une vidéo où on voit M. Dieudonné et derrière, il y a M. Lousteau, M. Chatillon, donc dans une manifestation appelée par 7 islamistes, Abdelkrim Sefrioui. C'est pour vous dire qu'on vit dans un monde compliqué parce que ce collectif du Cher Yassine, il y a un gouvernement qui l'a fait interdire, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et pourtant, dans l'image des Français, ils vont se dire, Emmanuel Macron, il ne parle pas du soir au matin d'islamisme, Marine Le Pen, elle en parle du soir au matin. Sauf que Marine Le Pen, elle n'a pas coupé, elle n'a pas rompu avec ses amis de 30 ans qui ont une responsabilité immense dans la montée de l'antisémitisme et de l'islamisme. Et à l'inverse, des gens qui parfois crient moins fort, se font peut-être pas élire sur ces thèmes, prennent des décisions qui soulagent les gens qui luttent contre les antisémites et les islamistes. Et je peux vous dire que la dissolution du collectif du Cher Yassine, ça a soulagé les gens qui se battent sur ces sujets. Vos réflexions, Franck? Oui, mais non, mais d'abord, ce constat-là est un constat indéniable. Je pense, au-delà de ça, c'est que Marine Le Pen est l'héritière politique d'une famille qui a combattu le gaullisme, elle est aussi l'héritière de son père. Et donc, de ce fait-là, c'est incontestable que ce mouvement-là est bien sûr a une histoire qui est une histoire d'extrême droite. Je suis désolé, moi, je suis une famille politique où je n'ai pas l'histoire de l'extrême droite. L'extrême droite a voulu nous assassiner le général de Gaulle. Donc, c'est aussi des faits qui sont incontestables. Donc, chaque mouvement politique a son histoire, elle doit l'assumer. Après, les mouvements pro-palestiniens, il y a aussi de l'extrême gauche dans les mouvements palestiniens, comme il y a de l'extrême droite. Elle dit j'ai tourné ces pages-là, le RN n'est plus le même que le FN. Ouais. Bien sûr, mais il y a l'autre aspect plus politique. C'est sûr que le RPF, c'est pas les Républicains, c'est une évidence. Mais il y a quand même une histoire commune avec des gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, parrainé d'autres. Parce que c'est ça aussi, la transmission. Et la transmission politique, elle a eu lieu dans la famille gaulliste, comme elle a eu lieu dans la famille d'extrême droite. Et comme dans la famille socialiste, ou comme d'autres. Donc ça aussi, c'est indéniable et indiscutable. Alors après, savoir dans quel curseur de l'extrême droite elle est, si elle est plus à droite que Zemmour, plus à droite que le GUD, moins à droite, etc. Ça, après, c'est, je dirais, de la sociologie politique qu'il faut regarder en détail. Mais il est clair que dans l'hémicycle, il ne siège pas au centre, il ne siège pas à droite, il siège à l'extrême droite. Thomas? Ça, c'est indéniable. Caroline a très bien raconté l'aspect groupusculaire caché qu'on doit savoir et qu'elle connaît parfaitement. Et on peut se dire, est-ce que c'est ce que vous demandiez? Est-ce que, oui, d'accord, mais est-ce que la proposition générale politique est toujours d'extrême droite? Il y a de la dissimulation. Vous savez qu'elle a remplacé la préférence nationale par la priorité nationale. Et il y a un projet de loi qui doit passer devenir un référendum. Et ça doit passer par l'article 11, et donc ça sera en violation de la Constitution. Et surtout, si les dispositions qui sont dans son programme sont adoptées, elles seront en violation de la Déclaration des droits de l'homme qui, je rappelle, est en préambule de notre Constitution depuis les constituants de 46 résistants, depuis le général de Gaulle. Donc, il y a un vernis social qui existe dans beaucoup de mouvements d'extrême droite. C'est pas parce qu'on est social qu'on n'est pas d'extrême droite. Mais la proposition politique en termes de démocratie et de liberté ressemble beaucoup à l'illibéralisme de l'Est européen, qui est un projet d'extrême droite. Et pour l'instant, Orban, il a une extrême droite face à lui dans son opposition. Oui, bien sûr, il y a toujours mouvement Jobim. Marine Le Pen avait Zemmour aussi. Il y a toujours plus d'extrêmes. Pardon, David, je vais reprendre la comparaison parce que c'est toujours pareil. Les extrêmes se repositionnent toujours parce qu'il y a toujours plus extrêmes qu'eux. Vous voyez, par exemple, les Frères musulmans, c'est un mouvement très islamiste et très dangereux. Les SAV et les DSS. Comme il existe des salafistes djihadistes, ils passent leur temps à dire « Attendez, nous, on est le juste milieu ». C'est la même chose avec le Rassemblement national. Bien sûr qu'il y a toujours plus à droite. Et comme l'a rappelé Thomas, c'est pas parce qu'il y a en plus un discours social qu'on n'est pas d'extrême droite. Le national-socialisme, ça existait dans l'histoire, c'était très social. Emmanuel, est-elle républicaine, d'extrême droite, ou les deux à la fois? Qui sait, après tout
Alors, si vous me le permettez, je pense que tout le monde a très bien parlé de Marine Le Pen, de son parti et du côté un peu sectaire de l'organisation. Moi, je voudrais parler du contexte et de cette espèce de d'adoucissement de l'extrême droite qui fait qu'aujourd'hui, c'est même plus un repoussoir dans le débat public et qu'on n'a plus de 21 avril. Il y a une espèce de perversion du débat public. Les repères sont brouillés. Alors, la première chose, c'est ce que vous venez d'évoquer, Caroline, c'est ce que j'appelle la théorie de la copine moche. C'est-à-dire que quand vous voulez sortir quelque part et que vous avez envie de faire bonne impression, il vous faut une copine moche. C'est Éric Zemmour qui a fait la copine moche. Et Éric Zemmour, c'est la copine moche de Marine Le Pen. Comme il est débordé par sa droite. Et ben voilà, c'est la copine moche de Marine Le Pen et elle a l'air beaucoup plus présentable en comparaison. C'est assez trivial de dire les choses comme ça, mais réfléchissez à ça. Voilà, vous avez la théorie de la copine moche. On a compris. Éric Zemmour parle de remigration, etc. Des choses que Marine Le Pen n'ose absolument jamais dire. Donc voilà, elle a l'air quasiment fréquentable par comparaison, en creux, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et puis, bon, voilà, elle est sympathique, comme vous le disiez, elle a travaillé, donc voilà, ça adoucit l'image et elle a l'air moins menaçante. La deuxième chose, c'est que dans notre débat public, tout le monde est devenu facho et tout le monde est devenu d'extrême droite. C'est devenu l'anathème, l'oukase le plus courant du débat public. La droite est évidemment facho, la droite est évidemment d'extrême droite, quelle soit. Ça a toujours été. Oui, sauf que l'anathème facho, ça a toujours été. Oui, sauf qu'aujourd'hui, le général de Gaulle était facho, Chirac était facho, tout le monde est facho. Fabien Roussel est un suprémaciste blanc nationaliste. Je vous rappelle quand même où on en est de l'état du débat public. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose. On a amoindri les concepts. Et la troisième chose, et ce qui est aussi intéressante, c'est que ce qui était très choquant pour une partie du débat public il y a quelques années, c'est que l'antisémitisme était proscrit et faisait vraiment office de tabou. L'antisémitisme, aujourd'hui, c'est une chose qui est assez partagée par l'extrême gauche, par l'extrême droite, qui ne constitue plus un repoussoir politique. Ce qui est fait que finalement, Marine Le Pen, elle est banalisée par l'extrême gauche, par cette extrême gauche qui a une espèce de compréhension ou de tolérance totalement opportuniste pour 15 secondes et 15 l'antisémitisme. secondes. Alors, 15 secondes. D'abord, il pourrait y avoir une saison 2 sur les alliances européennes qui démontrerait encore plus l'extrémisme de droite de Marine Le Pen. Et deuxièmement, ne tombons pas dans la critique républicaine. Elle est républicaine. Elle accepte les élections. Ça, il faut faire attention parce que quand on tombe dans ce piège-là, on tombe dans un piège dans lequel... Il y a des républicains d'extrême droite, bien ça sûr, existe. mais il peut y en avoir d'extrême droite. Emmanuel a raison de rappeler qu'on a trop usé de faux procès en extrême droite et que du coup, quand vraiment l'extrême droite peut revenir, le procès paraît exagéré. Mais encore une fois, pour comprendre ce que mettrait Marine Le Pen et son entourage, parce que elle ne va pas gouverner seule si elle était élue. Il y a forcément des réseaux qui viennent au pouvoir avec elle. Derrière le mot de priorité nationale, derrière le vocabulaire républicain qu'elle déploie. Alors on vous dira, le Danemark fait de la priorité nationale, Oui, la CDU en Allemagne l'a fait. Mais justement, voilà, David, je donne encore voilà. une fois les arguments. Non mais David, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une priorité nationale qui vient d'un parti, qui a toute une tradition, des réseaux, des membres dont on sait qu'ils sont réellement républicains et réellement ouverts d'esprit, ne donne pas du tout la même chose que la priorité nationale venant de ce parti, avec cet entourage caché. Et là, il y a une résonance ethno-suprémaciste qui ressortira, et cette vérité ressortira une fois le pouvoir conquis, pas avant. Et comme l'a rappelé Franck, on le sait à ces modèles internationaux. Viktor Orban, le gouvernement polonais truffé d'antisémites et de gens d'extrême droite. Et pardon, je finis en la citant elle-même. Elle l'a dit à la BBC, parce qu'elle se lâche plus quand elle est dans des médias étrangers. Je partage les grandes lignes de M. Trump et de M. Poutine. Donc oui, sa présidence ressemblerait à quelque chose entre M. Trump, M. Poutine et M. Orban. Et oui, pardon, ça correspond exactement à une politique d'extrême droite. Merci Caroline. Et à mardi prochain, merci.